Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine 7 jours en Martinique. L'invitée de cette édition est une jeune femme investie en politique qui se présente à la présidence de la Fédération des Républicains. Les élections auront lieu le 30 janvier prochain. Nous recevons Audrey Nollet. Bonsoir Audrey Nollet. Bonsoir. Donc vous avez 28 ans et vous militez depuis 2012. En effet, bon, déjà pour commencer, je souhaiterais saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV et leur souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Tout à fait. Alors, vous étiez sur la liste Grand Semblé Pouba-Peya en Chance lors des élections de la collectivité territoriale de Martinique. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, motivé pour vous présenter à la présidence de la Fédération des Républicains? Ben, écoutez, quand on est dans un grand parti, nous sommes en démocratie déjà dans un premier temps, et j'estime qu'il faut qu'il y ait au minimum 2 candidats à la présidence du parti, quoi. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement? Vous étiez-vous décidé avant les élections ou... Alors là, pas du tout. En fait, ça s'est fait sur le fil, ça s'est joué sur le fil parce que j'y avais pensé, mais mes amis m'ont sollicité, m'ont dit « Audrey, il faut y aller, présente-toi à la présidence de la fédération, amène ta jeunesse, amène ta fraîcheur de jeune et tes idées pour le parti, justement. » Et que pensez-vous de la vie politique martiniquaise actuellement? Eh bien, écoutez, la vie politique martiniquaise actuellement, elle est vivante, elle est plus que vivante même. On voit qu'il y a du nouveau, quoi. Il y a du changement. Oui. Qu'est-ce qu'a représenté d'ailleurs au sujet des changements la fusion entre la liste Grand Semblé et la liste Pouba-Peya en Chance? Déjà, cette volonté de travailler tous ensemble, déjà, et de penser aux Martiniquais avant tout. Voilà. Vous avez souvent parlé de dysfonctionnement. À quel niveau se situent les dysfonctionnements dont vous avez parlé? Écoutez, au sein de cette fédération, il y a plein de choses qui se passent. Bon, moi, j'ai eu le courage de me présenter et de parler, de dire justement ce qui n'allait pas, à savoir le manque de vie et de visibilité qu'a le parti sur la scène médiatique. Et voilà. Et vous avez été très investi dans la campagne pour la CTM. Vous avez été peut-être un peu mise à l'écart à la suite des élections? Mise à l'écart, c'est beaucoup dire. Non, je suis toujours là, à l'écoute de tout le monde. Je suis présente. Et selon vous, qu'est-ce que les Martiniquais attendent des politiques et de la vie politique en Martinique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la vie politique? Les Martiniquais aujourd'hui, ils attendent que les politiciens travaillent ensemble et qu'ils fassent, que les promesses qu'ils ont faites par le passé se traduisent par des résultats. Voilà. Et vous avez également parlé de mettre en place des comités consultatifs pendant les mandats électoraux? Ah non, comité consultatif au sein de la Fédération des Républicains. D'accord. Voilà. Je bouge trop. On recommence, ok. Donc vous êtes pour la mise en place des comités consultatifs au sein de la Fédération des Républicains. Qu'est-ce que ces comités consultatifs peuvent apporter de plus à la vie politique? Eh bien écoutez, ce comité permettra déjà de donner aux adhérents la possibilité de s'exprimer sur certains points. Je souhaiterais mettre un comité des sages qui va réunir l'ensemble des hommes de droite de Martinique pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir rédiger certaines choses, ainsi qu'un comité des entrepreneurs et un comité de veille politique. Voilà. Qu'est-ce que le comité de veille politique? Le comité de veille politique, alors, c'est un groupe qui sera mis en place pour justement suivre l'actualité et pouvoir rédiger certaines informations pour nous permettre de rebondir au niveau des médias. D'accord, très bien. Alors mardi a eu lieu la 2e plénière de la CTM. Les 51 élus de l'Assemblée et les 9 membres du conseil exécutif étaient réunis pour continuer à organiser la collectivité. 9 points étaient à l'ordre du jour. Manuela Montlouis a suivi la plénière. Reportage. Les élus de l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis en séance plénière à Plateau-Roi. 9 points étaient à l'ordre du jour qui correspondent essentiellement à la mise en place administrative de la CTM. Au cours de cette réunion, les élus ont donné leur avis sur la délégation générale de l'Assemblée de Martinique au président du conseil exécutif, la fixation des indemnités des titulaires de mandat de l'Assemblée et du conseil exécutif de Martinique.
Par ailleurs, ils ont déterminé et formé les 17 commissions sectorielles, dont logement et habitat, politique des sports ou encore insertion, économie sociale et solidaire. Par ailleurs, le règlement intérieur de l'Assemblée a été voté. Il définit, entre autres, les dispositions sur le déroulement et la tenue des réunions de l'Assemblée. Il y a beaucoup de détails dans lesquels la loi n'entre pas. Comment on doit fonctionner, par exemple, comment si un élu veut faire une proposition en Assemblée, surtout maintenant qu'il y a une séparation entre l'Assemblée et l'exécutif. Que doit faire cet élu? Vous voyez, le règlement dit qu'il doit travailler en commission. La commission, après en avoir discuté, va faire remonter cette proposition au président de l'Assemblée que je suis, qui va transmettre à l'exécutif, lequel va travailler avec le conseil exécutif et éventuellement les services qui sont à sa disposition, puis ça va redescendre au niveau de la commission. Il y a les temps de parole. Est-ce que l'on limite ou est-ce qu'on ne limite pas? Et vous voyez que nous avons pris le parti de ne pas trop limiter. Et notamment, nous n'avons pas mis de limitation pour les interventions individuelles. C'est deux collectivités qu'il faut maintenant regrouper. Ça pose des problèmes d'organisation, des problèmes matériels. Il fallait organiser les commissions. Vous voyez, il fallait désigner quantité d'organismes les élus. Et nous l'avons fait la dernière fois, nous continuons aujourd'hui et ce n'est pas fini. L'installation de la CTM est encore en cours. De nombreux autres points administratifs restent à définir et seront examinés au cours des prochaines séances plénières. Mercredi, donc, la cellule de gestion de la maladie du Zika était réunie autour du préfet et a décidé de placer la Martinique en épidémie. 102 cas de contamination ont été confirmés, mais les personnes touchées pourraient être beaucoup plus nombreuses. Plus de 1000 cas évocateurs ont été recensés. Le Zika était donc aussi un point à l'ordre du jour de la plénière de la CTM. Un reportage de Manuela Montlouis. Le nombre de personnes atteintes par le virus du Zika ne cesse d'augmenter en Martinique. Face à une telle menace sanitaire, la collectivité territoriale de Martinique se mobilise pour limiter autant que possible l'impact de l'épidémie de ce virus. Tout en respectant le partenariat avec l'ARS, la CTM a décidé de mettre en place des dispositifs immédiats d'information et de démoustication. Les actions que nous allons mener, ce sont des actions par exemple qui consisteront à distribuer des répulsifs, en particulier dans les structures dont nous avons la responsabilité, à faire en sorte que les gîtes de moustiques n'existent plus dans les lycées, les structures, les collèges dont nous avons la responsabilité aussi. Et nous sommes en train de mobiliser toutes nos antennes à travers l'ensemble de la Martinique pour à la fois porter cette information et cette aide aux femmes enceintes, aux jeunes, aux enfants, aux familles avec lesquelles nous sommes en contact. Et dans toutes les structures foyers de l'enfance, nous aurons la même action. Donc une action d'information, parce que le seul moyen de combattre le virus, parce qu'il n'y a pas de médicaments, c'est la prévention, c'est-à-dire détruire les gîtes et se protéger par tous les moyens. Et nous insistons particulièrement, je le répète, sur les femmes enceintes, il faut qu'elles se protègent par tous les moyens. La lutte contre le Zika est aussi affaire de tous. Les élus de la CTM appellent la population à suivre strictement les consignes de prévention qui sont diffusées par les autorités compétentes. Alors, Audrey Nollet, selon vous, quel est le rôle des politiques dans une situation d'épidémie comme celle que nous vivons actuellement en Martinique? Aujourd'hui, le rôle du politique est de s'assurer que la population prenne les bonnes mesures pour se protéger face à ce virus. L'ARS a été citée et je pense qu'ils feront tout ce qui est nécessaire pour que le Zika... Mais c'est quand même de la responsabilité des Martiniquais, finalement, de se protéger quotidiennement des moustiques. Comme les Martiniquais la population est assez responsable et j'estime que tout à chacun prendra leur responsabilité. Alors, vous avez donc dénoncé les dysfonctionnements au sein de la Fédération Les Républicains, nous en parlions tout à l'heure. Oui. Les dysfonctionnements existent dans d'autres milieux. Le secteur du bâtiment est fréquemment touché par des escroqueries notamment. C'est une mésaventure que vit actuellement Emmanuel Granier. Ce chef d'entreprise a souhaité construire un bâtiment pour sa chaîne de télévision Zouk TV et il vit une mésaventure. Aujourd'hui, il se retrouve avec un immeuble criblé de malfaçons et un chantier abandonné par l'architecte et le coordinateur. Jean-Pierre Zabulon a recueilli son témoignage. Un chantier commencé depuis 2 ans qui n'aboutit pas. Visiblement mis en cause, un architecte et un OPC qui n'assument pas leurs erreurs.
Emmanuel Granier, à l'initiative des travaux, s'estime lésé. Il a du mal à cacher sa frustration et son incompréhension. Je suis en colère pour une raison toute simple. Vous allez d'ailleurs le voir sur les images de Zouk Télévision. Voilà que depuis 2 ans maintenant, j'ai entrepris un chantier qui devait durer 8 mois. Ça fait 2 ans que ce chantier a commencé et n'est toujours pas fini. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Et vous verrez sur les images de Zouk Télévision comment ça a été fait de manière malpropre par des gens qui se disent des professionnels et des sachants. Et je ne vais pas hésiter à les nommer. Il s'agit de M. Robert Lobo, architecte, et de M. Alain Concy, OPC, qui ont fait ce travail que même un débutant n'aurait jamais réalisé. Nous avons un bâtiment qui fait où aucun drain n'a été fait de manière sérieuse. Aujourd'hui, le bâtiment est couvert et on se rend compte qu'il y a à peu près une quinzaine de centimètres d'eau dans le sous-sol qu'on n'arrive pas à évacuer. Il a fallu faire venir une autre entreprise pour pouvoir fouiller, et vous allez voir les images, le nombre de mètres cubes de terre qu'on a dû enlever pour pouvoir fouiller derrière le bâtiment sur 2 façades, la façade nord et la façade est, afin qu'on puisse enlever l'eau qui existe là, qui est entrée dans le bâtiment, mettre un drain de manière professionnelle et pouvoir évacuer cette eau. Sinon, on est en train de détériorer le bâtiment. Les fondations du bâtiment sont attaquées par cette eau stagnante. Tout ça parce que j'ai eu affaire à des bras cassés, à un monsieur qui se dit architecte, à un monsieur qui se dit OPC, et qui depuis 4 mois ont abandonné le chantier, qui ne viennent plus sur ce chantier. Désertée par les responsables de l'œuvre, la bâtisse souffrerait de nombreuses malfaçons. Et lorsqu'ils ont vu leur inefficacité et que j'ai commencé à leur envoyer des courriers recommandés pour leur mettre devant leurs responsabilités, ils ont préféré envoyer un courrier disant qu'ils rompaient le contrat qu'ils avaient avec nous pour pouvoir terminer le bâtiment. Alors qu'il s'agissait d'une incapacité notoire de ce monsieur Robert Lobo qui se dit architecte et de monsieur Concy qui se dit OPC. Je pense qu'il faut qu'on arrête dans ce pays-là de prendre des gens pour des cons. Et ce sont des gens qui se disent architectes mais qui savent comment les choses sont compliquées à réaliser dans le bâtiment, comment on peut difficilement régler les problèmes. Donc ils jouent sur ça. Lorsque vous avez une dommage ouvrage qui vous dit « Ah oui, mais le bâtiment n'a pas été réceptionné, donc nous ne pouvons pas intervenir en l'état », ce monsieur savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il s'est tiré là depuis 4 mois. J'ai confiance quand même en la justice et j'espère que cette histoire-là va donner un coup de frein à ce genre d'activité parce que ce monsieur n'est pas à sa première victime. Alors si les autres personnes n'ont pas pu parler, eh bien moi je vais utiliser les moyens mis à ma disposition, c'est-à-dire la justice, les médias. Et ça, je le dis haut et fort, je suis scandalisé par ces pratiques, je suis scandalisé. Parce qu'il y a plein de personnes peut-être qui sont dans le même cas que moi et qui n'ont aucun moyen peut-être de se défendre. Et ce monsieur joue sur ça, se disant, de toute façon, la justice prendra 5-10 ans, peut-être mon organisme mort. Moi, je trouve ça scandaleux. Et moi, je vous dis, moi, j'ai demandé à mon avocat de mettre cette histoire devant la justice, de faire un référé dans l'urgence pour pouvoir montrer les anomalies, les malfaçons de ce chantier. Et ces messieurs se disent architectes et OPC. Je crois qu'il est temps que la justice se saisisse sérieusement de cette histoire, parce qu'il semblerait que je ne sois pas le premier dindon de cette farce. Il semblerait que ce monsieur soit bien connu, déjà pour avoir fait ça ailleurs. Et je me demande comment il peut continuer à couillonner les gens comme ça. Eh bien cette fois-ci, j'espère que la justice va mettre fin à cette histoire-là. Prenez un architecte, prenez un OPC, prenez un bureau de contrôle, prenez un bureau d'études, et en arriver là, non, ce n'est pas possible. Ce genre de cas n'est pas rare, il arrive effectivement que des chantiers soient livrés en retard ou avec des malfaçons. Seule la justice pourra trouver un règlement à ce conflit. Alors, Audrey Nollet, les malfaçons et ce genre d'expérience existent en Martinique et la justice est souvent saisie par des propriétaires abusés. Mais les délais de traitement sont très longs dans les tribunaux et souvent les affaires restent bloquées. Est-ce que c'est également un dysfonctionnement du pays et est-ce que les politiques ont quelque chose à faire pour intervenir dans ce dysfonctionnement? Alors, les politiques n'ont pas grand-chose à voir avec cette affaire. C'est surtout la justice et l'ordre des architectes et des OPC. Et aujourd'hui, bon, M. Granier, certes, il a vécu ça, mais il y a pas mal de Martiniquais qui sont victimes de ce type d'escroquerie. Oui. C'est avant tout de l'arnaque. Voilà, je peux qualifier ça en termes d'arnaque. Et voilà. Et seule la justice, justement, pourra se charger de ce type de problème. Certes, les procédures sont longues, mais seule la justice peut répondre à ça. D'accord.
Alors, la Martinique vit aussi par de bonnes actions, hein, Oui. il n'y a pas que des choses négatives. Des ateliers de développement sont proposés aux chefs d'entreprise à la Maison des entreprises. Un reportage de William Zali. Faciliter le quotidien des entrepreneurs, volonté affichée lors des rendez-vous du développement, une initiative de la Maison de l'entreprise de Martinique, pilotée par son pôle de développement. Il est important pour la maison d'entreprise d'être au plus près des entrepreneurs. Et avec ce partenariat avec Cap Nord, nous commençons en fait ce rendez-vous itinérant. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des entreprises afin qu'ils puissent déjà venir à nos rendez-vous. Un atelier élaboré sur mesure pour les chefs d'entreprise. Ces derniers sont souvent désorientés face à un large panel d'aides. S'il souhaite moderniser son activité, il va découvrir la palette d'outils tant qu'il existant sur le territoire. Il existe des subventions, il existe des prêts à taux zéro pour les accompagner, notamment pour le recrutement de leurs salariés. Il existe des aides à l'emploi. De multiples aides donc à la disposition des créateurs et chefs d'entreprise, mais bien souvent, faute de temps, ils n'arrivent pas à repérer celles propices à un meilleur développement de l'initiative. Et tout ça, ça fait une énorme matrice pour le chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de démystifier, de clarifier un petit peu tous les outils existants sur le territoire. Les rendez-vous du développement, ateliers thématiques avant tout itinérants. Prochaine escale, jeudi prochain, au Robert. Alors, ce reportage n'était pas de William Zali, mais de la télé Nord Martinique. Excusez-moi de l'information. Alors, Audrey Nollet, le tissu économique martiniquais est fourni d'un grand nombre de PMI. Cet accompagnement des chefs d'entreprise, comme celui que nous avons vu, est-il essentiel, selon vous, au développement de leur structure et donc au développement du tissu économique martiniquais? Écoutez, certes, ce type d'initiative, c'est une très bonne chose, mais je pense que l'accompagnement des entreprises passe aussi par le développement économique. S'il n'y a pas de développement économique, il ne peut pas y avoir les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas vivre, tout simplement. Certain. Voilà. Et c'est aux politiques Et là, c'est aux politiques de faire le nécessaire. D'accord, très bien. Alors, samedi dernier, le 16 janvier, le CNR, le Comité national des réparations, lançait au Grand Carbet du Jardin Aimé Césaire la décennie des personnes d'ascendance africaine. Plusieurs invités caribéens et internationaux étaient présents au colloque toute la journée et dans le parc floral était organisé un marché artisanal. Le soir, plusieurs artistes conscients ont proposé un concert pour clôturer leur journée. Reportage. Samedi 16 janvier, la journée de lancement de la décennie des personnes d'ascendance africaine était organisée au Grand Carbet dans le parc floral Aimé Césaire. Cette décennie a été mise en place par une résolution de l'ONU. La problématique qui est posée à travers cette résolution, c'est tout simplement la problématique des réparations. Il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que le crime est commis pendant l'esclavage et la traite négrière. C'est un crime qui est imprescriptible, et comme tout crime imprescriptible, c'est un crime qui mérite réparation. D'ailleurs, dans la résolution, il est précisé de façon nette et claire que ce crime doit être réparé par les États qui ont participé au crime. Que la question de la réparation relève d'une pédagogie. Il faut une pédagogie pour les réparations, expliquer sans cesse. Il faut décoloniser les esprits. Les esprits sont tellement englués dans la colonisation, ça doit se faire à l'école, ça doit se faire dans la famille, ça doit se faire dans les quartiers, partout. Nous avons une responsabilité, nous, afro-descendants, une responsabilité majeure. Un marché artisanal mettait en valeur les produits martiniquais et africains. Une volonté partagée par tous les exposants. Promouvoir les produits du terroir, quelle que soit la forme de cette promotion. Nous avons eu de très très belles personnalités qui sont venues nous visiter et puis promouvoir des produits que nous considérons aussi faisant partie de notre terroir à ce type de public à l'occasion d'une manifestation comme celle-ci est pour nous un véritable privilège. Les Martiniquais ont été nombreux à visiter ce marché et à participer à la journée. Je suis venu ici parce que je suis totalement concerné par ce qui s'y passe, puisque je suis moi-même descendant. Même si ça s'est beaucoup mélangé, mais nous sommes quand même des descendants d'Afrique. Alors je suis totalement intéressé par ce qui se passe ici. Samedi soir, un concert était organisé au Grand Carbet. Plusieurs artistes se sont joints à l'organisation pour participer à cette prise de conscience. Quand tu regardes l'affiche, il est écrit Festival de musique consciente. Et c'est un honneur pour moi d'être là avec des artistes conscients
militants et qui reconnaissent leur appartenance à l'Afrique. En tant qu'Antillais, Martiniquais, nous sommes descendants d'esclaves, donc descendants d'Africains. Je le vois comme ça au fait dans ma vie. Je me ressens vraiment descendant africain, quoi. J'ai des chansons comme Hello Mama que j'ai chanté ce soir, Diaspora. Donc dès mes débuts, j'ai chanté l'Afrique. Et quand je débutais dans le reggae, les artistes qui étaient là avant moi, qui me précédaient, c'était leur message. C'est-à-dire MC Janik, Skanky, quand ils chantaient Manway ou... La plupart des artistes reggae, même en Jamaïque, Bob Marley et tous ceux qui étaient là avant nous, c'est ce message qu'ils nous ont délivré. Heureusement, ça nous a bercés, puisqu'à l'école, on n'avait pas accès forcément à ces messages. La décennie des personnes d'ascendance africaine sera rythmée par plusieurs manifestations. Alors, Audrey Nollet, la conscience de son histoire et de ses origines est-elle nécessaire et indispensable pour se construire une identité viable dans le temps ? Écoutez, elle est nécessaire, mais il ne faut pas non plus rester dans le passé. Il faut quand même avancer et évoluer avec le temps. Parce que si on reste enfermé dans le passé, on ne pourra jamais avancer, tout simplement. Certain. Et vous pensez que cette connaissance de l'histoire du peuple caribéen, alors Martinique, Guadeloupe, doit être transmise aux enfants ? Elle doit être transmise aux enfants, mais pas à outrance. Pas comme un fardeau. Voilà. Pour que ce soit positif et que ça nous aide à avancer et que ça ne nous permette pas de régresser, justement. Il faut avancer. On va de l'avant. Voilà. Oui, c'est ce qui est en train de se mettre en place actuellement en Martinique, petit à petit. Et cette décennie des personnes d'ascendance africaine qui a été mise en place par l'ONU doit d'ailleurs, me semble-t-il, imposer cette transmission de l'histoire aux enfants de la Caraïbe. Aussi. Et pour vous, c'est une action que vous encouragez ? C'est une action que j'encourage et que je félicite d'ailleurs. Voilà. Alors, pour continuer à mettre en valeur le peuple caribéen, la Fondation Clément a construit un nouveau bâtiment dans l'habitation Clément pour créer un espace d'exposition artistique. Bernard Ayotte souhaite mettre en avant les artistes caribéens. Pour l'inauguration, c'est Hervé Télémac qui expose sa première monographie dans la Caraïbe. Reportage. Ce projet de la Fondation Clément s'inscrit dans l'action culturelle menée par Bernard Ayotte. L'exposition Hervé Télémac a été choisie pour inaugurer le lieu. L'objet de la Fondation Clément, c'est d'essayer de faire connaître à l'international la qualité des artistes de la Caraïbe. Hervé Télémac, il est le symbole de cette réussite. Il est né à Haïti, il vit maintenant en France et c'est un peintre de notoriété internationale. Cet espace culturel sera avant tout un espace de découverte des artistes caribéens. On va consacrer probablement 7 salles aux œuvres de la Fondation Clément. Nous avons environ 300 tableaux dans notre patrimoine accumulés au cours des 20 ans. Donc tous les 6 mois, on va changer le fond de la collection. Il y a 100 000 visiteurs qui passent. Je me dis que peut-être qu'il y a un grand galériste qui va se dire « Tiens, tel ou tel artiste martiniquais ou cubain, ça m'intéresse. » Et puis il aura la carrière d'Hervé Télémac qui est formidable. Bernard Ayotte espère que ce projet culturel pourra s'inscrire dans le temps. L'année prochaine, ce sont les 40 ans du Centre Pompidou. Il voudrait qu'on fasse quelque chose à la Martinique également. C'est une perspective formidable, ça me passionne beaucoup. Bernard Aïchan est l'architecte du nouveau bâtiment. On a pris le parti de concevoir la fondation autour de 3 lieux différents. L'un, la cuverie existait déjà, c'est là où a été préfiguré le principe des expositions de la fondation. Et 2 autres lieux, la salle carrée, nous sommes, et puis la nef qu'on va visiter un peu après. Et ces 2 lieux devaient, dans le paysage extérieur, avoir la même échelle que l'échelle des chais, c'est-à-dire une échelle qui est un peu plus grande que les cases et même que la maison, et qui est évidemment plus petite que la distillerie, pour garder l'intégrité de la lecture du site historique. La fondation est restée dans la continuité du récit de l'habitation. Le récit, c'est le cumul entre une aventure humaine et une aventure architecturale et physique
qui s'est construite au fil du temps. Et il fallait trouver la bonne réponse pour situer ces salles de l'habitation dans quelque chose qui est à la fois très spectaculaire et très fragile. L'exposition Hervé Télémaque, préparée par le Centre parisien Georges Pompidou, est la première monographie de l'artiste dans la Caraïbe. C'est le parcours d'une vie, enfin, d'une vie d'artiste. Un artiste fait ce qu'il peut, quand il peut, et c'est plus ou moins gagné, plus ou moins perdu. Et on recommence et on continue. Je me sens dans une relation de cousinage naturel. Voilà. Bernard Ayotte souhaite renforcer la visibilité des artistes caribéens. Alors, en parlant de visibilité des artistes caribéens, pensez-vous qu'il devrait exister plus de supports ici, en Martinique, pour les artistes martiniquais? Plus il y a de supports, mieux c'est. Mais l'idéal, c'est que nos artistes, justement, puissent exposer en international. Voilà. Donc, des supports ici, c'est très bien, mais pour pouvoir vivre de leur activité, il serait préférable et souhaitable qu'ils exposent à l'étranger. Mais d'ailleurs, un artiste caribéen, martiniquais, expose à New York. Tout à actuellement. Fait, tout à fait. Jérôme Lagarigue, très beau, un jeune Martiniquais talentueux. Et ce serait, j'espère que d'autres pourront mener ce type d'expérience à l'international. Alors parlons de la jeunesse, justement. Vous êtes une jeune femme, vous vous investissez aujourd'hui en politique. Qu'est-ce que cette jeunesse peut apporter à la vie politique martiniquaise aujourd'hui? Est-ce que c'est important pour vous que les jeunes s'investissent pour que la politique soit plus en rapport avec la société actuelle? La jeunesse a toute sa place dans la politique et je les invite à s'intéresser à la politique. Certes, on prend des coups de bâton, on avale des couleuvres, il n'y a pas de souci, mais il faut rester coriace, il faut être au combat et savoir accepter les mauvaises choses, quoi. Donc, voilà. Mais les accepter les mauvaises choses pour les changer? Pour les changer, venir avec des idées, puisque c'est les idées avant tout qui font que les choses avancent. Sans idées, on ne peut pas aller de l'avant. Et ces jeunes-là, je leur dis de s'y intéresser, parce que le destin d'un pays passe par la politique, et tout est politique en vérité. Même le trottoir qu'on a devant chez nous, ça va être politique. Donc de s'y intéresser. Alors vous, en tant que candidate, qu'est-ce que vous apportez comme idée dans votre candidature? Bon, déjà, j'ai pas mal d'idées, hein, mais ce qui me tient à cœur, c'est que les adhérents puissent participer à la vie politique, qu'il y ait plus de rencontres entre les responsables entre les cadres du parti et les adhérents, puisqu'on ne peut pas être adhérent dans un parti et ne pas avoir droit à la parole. Il faut qu'on construise certaines choses. Voilà. Et je souhaiterais aussi qu'il y ait des séances de formation pour former les adhérents, pour pouvoir travailler sur le terrain. Il faut que la droite martiniquaise aille plus facilement vers le public, quoi. Il faut qu'on brise les codes, qu'on sorte de cette image, regardez, oui, la vieille droite. Non, nous sommes présents, on va vers les gens, on discute, on échange, tout simplement. C'est aussi une façon de faire de la politique qui amènerait la transparence? Aussi, je pense. Merci Audrey Nollet d'avoir répondu à notre invitation. Donc, les élections de la Fédération des Républicains ont lieu le samedi 30 janvier. Tout à fait. C'est la fin de cette édition. Passez une agréable soirée et un bon week-end sur Zouk TV. À bientôt.